que ce sont les Rwandais. Si les Nations Unies, la communauté internationale ne punit pas Kagame, ce sera les sanctions. C'est lui-même qui a parlé ça. Et deuxièmement, la même interview dont le président de la République a dit qu'il peut négocier avec le Rwanda. Que dites-vous par rapport à cela? Et quelle analyse faites par rapport au discours du chef de l'État? Je voudrais ici d'abord saluer les discours responsables du président de la République. Vous allez vous dire pourquoi, mais parce qu'au moins nous avons un chef de l'État qui est pour une fois dans l'histoire de notre pays, qui ne peut pas se faire tromper. Parce qu'à l'est de notre pays, une vérité inconnue, ou des fois connue, mais certains ont joué à la complicité. Je parle ici du régime sanguinaire de 18 ans de Joseph Kabila, qui a continué à négocier avec des groupes montés de toutes pièces par un État voisin, qui est le Rwanda, et qui a continué à massacrer notre population. Et nous, Congolais, nous avons continué à négocier avec ces gens. Au moins pour la première fois dans notre histoire, un chef d'État se met en face et désigne l'État voisin qui est responsable et auteur de cette agression. Il nous l'a toujours dit, il est allé confirmer ça à la tribune de l'Assemblée des Nations Unies. À cette tribune, c'est une tribune pour toutes les nations du monde exposent les problèmes de leurs États. Et la RDC a trouvé un interlocuteur réel, exact, Félix Tshisekedi, qui a présenté la situation de notre pays avec maîtrise. Et pour ça, je voudrais que les Congolais accompagnent ce président. Et puis pour ce président. Parce qu'au moins, il vous dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ceux qui ne voulaient pas croire, même le Rwanda n'a pas accepté, n'a pas reconnu. Aujourd'hui, tous les États du monde responsables, les États responsables sérieux, vous disent ouvertement que c'est le Rwanda qui a envoyé ses militaires qui sont sur les sols congolais. Et Tshisekedi vous a dit que je ne négocierai pas avec ces fameux rebelles. Pour preuve, le Rwanda a reconnu qu'il n'y a pas de rebelles. Il est allé en Angola, il est allé négocier avec la RDC. En lieu place de ces fameux rebelles, il a reconnu qu'il n'y a pas de rebelles, c'est lui qui monte ces petits groupes-là pour nous agresser. Un monsieur qui paiera, l'histoire va lui faire payer, c'est M. Nanga, qui accepte aujourd'hui parce que lui, il est incapable de faire l'opposition à l'interne. Il pense que faire l'opposition à l'interne, il ne pourra pas faire passer ses idées machiavéliques. Il est allé prendre les armes pour tuer les Congolais et accéder au pouvoir, avec la bénédiction d'un ancien président qui était ici. Je voudrais ici saluer les discours responsables du président Tshisekedi. Non seulement il a désigné que le Rwanda est responsable, mais il a rappelé la responsabilité des Nations Unies, en leur disant que vous n'êtes pas là pour nous amener au paradis, mais vous êtes là en tant qu'organisation qui doit nous éviter l'enfer. Pourquoi est-ce que nous, le Congo, nous devons continuer à vivre l'enfer? Alors que nous avons une organisation qui a pour mission de se battre pour la paix au monde. Pourquoi nos frères de l'Est ne peuvent pas vivre en paix? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont cette terre acquise par le fait de notre naissance sur ces sols. Et après le départ du colonisateur belge en 1960, il nous a été reconnu tous ces kilomètres de l'espace ici, comme étant la République démocratique du Congo. Et le Rwanda a eu ce qu'il lui a aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que les Nations Unies ne nous protègent pas? Ne font pas un effort pour nous faire partie de cet enfer et nous aider pour retrouver la paix? Moi, je pense que c'est un discours qui interpelle. Le chef de l'État continue à dire ce qu'il a toujours dit, mais cette fois-ci, il le dit devant la tribune des Nations Unies. Et pour ça, madame, je ne pense pas que Tshisekedi mérite
ce que nous constatons, les Congolais doivent s'organiser pour pouvoir soutenir ces initiatives de cet homme. Et pourquoi pas ne pas faire des grandes manifestations pour montrer à toutes les nations que ce que notre président a dit, c'est ce que nous vivons. Nous vivons l'enfer. Madame, allez à l'est du pays. Vous allez voir les femmes violées, les mamans tuées, les jeunes, les enfants décapités. Est-ce que vous pouvez vivre cet enfer en 21e siècle finissant? Donc, l'intervention du président de la République interpelle la conscience humaine. Oui, sans être membre de son gouvernement. Exactement. Je vais parler comme Congolais lambda, en vous précisant que Madame Judith Souminois, notre première ministre, est en train de réaliser un travail pour lequel nous tous nous attendons un bilan. Les bilans des 100 jours, comme vous le dites, mais moi je dis les bilans de son séjour à la primature. Parce qu'il doit nous dire, en tant que première ministre, qu'est-ce qu'elle fait. Aujourd'hui, au moins, nous avons un gouvernement qui a présenté un budget encore important, avec des ambitions très enviables. Parce que quand vous regardez les budgets aujourd'hui, les budgets de notre pays, la loi des finances qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, la loi des finances parle déjà de 18 milliards de dollars que le Congo n'a jamais mobilisé. Et nous estimons que déjà sur cet aspect, nous voyons les efforts qui vont être déployés avec ces moyens pour pouvoir financer les grands projets à impact visible pour notre peuple. Nous avons les souhaits et nous voudrions bien que Madame Souminois soit à la hauteur et qu'elle continue à jouer le rôle des responsables du gouvernement. Je vois à travers les efforts qu'elle déploie sur ses visites, nous voyons déjà qu'il y a des efforts. Nous voyons qu'il y a des efforts, mais ces efforts, c'est elle-même qui pourra vous présenter ça. Parce que jusqu'à présent, moi je voudrais des exemples clairs de la réalisation de Madame la Première ministre sur les plans de l'employabilité. Parce que moi, mon souci majeur, c'est quand chaque fois je sors, je regarde le nombre de jeunes qui sont en train de mendier, les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, moi ça m'interpelle. Je me dis, quel est le rôle du politique? C'est de trouver des solutions pareilles. Voilà là où est-ce que moi je voudrais entendre notre Premier ministre nous dire sur le problème de l'emploi. Voilà les opportunités d'emploi que nous avons créées et voilà autant de jeunes seront employés ou sont employés. J'attends de la Première ministre ça. Honorable Ferry, vous êtes du domaine de l'IDPS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement à l'IDPS? Merci madame. Les conflits de l'IDPS, moi en tant que cadre de l'IDPS, je ne peux pas les exposer devant la caméra. Mais parce que vous avez besoin de connaître ce qui se passe, non, ce qui se passe, c'est le jeu démocratique. C'est l'expression de la liberté. Chacun de nous a sa manière d'exprimer ce qu'il pense. Et c'est ça même qui fait la vie à l'UDPS. Nous sommes un parti où les dirigeants peuvent présenter sa vision et ceux qui sont gérés, ils viennent, ou les dirigés peuvent aussi donner leur version de fait. Et pour preuve, je vous informe, madame, que nous avons, nous, au niveau de l'UDPS, une organisation. Et cette organisation ne pourra jamais connaître une faillite. Il y a un président d'intérim. Le président d'intérim qui fait l'objet aujourd'hui de tous ces bruits-là à gauche, à droite, est animé d'un esprit d'unité. Il appelle tout le monde à l'unité. Et c'est le message que je passe à travers votre caméra. J'invite nos frères à l'unisson. Regardez ce que le chef de l'État a dit à la tribune des Nations Unies. Il interpelle chacun de nous. Nous devons, nous, Congolais, éviter les balivernes là, les petits conflits qui ne nous font pas avancer. Regardons ce qui se passe
dans notre pays. Nous avons des problèmes à résoudre. Vous avez aujourd'hui les problèmes de l'inflation monétaire. Vous avez le problème de la stabilité de notre économie. Vous avez le problème aujourd'hui de l'insécurité grandissante à l'est du pays. Les Mubondo qui pensent qu'il faut exprimer leurs pensées en utilisant des armes en tuant ses frères. Vous pensez que nous, à l'UDPS, nous avons droit à cette faute? Non. C'est le moment, nous, l'UDPS, de montrer à la face du monde que nous sommes un parti qui propose des solutions pour le développement de notre pays et nous devons bannir les querelles internes, les querelles qui ne nous font pas avancer, les querelles qui ne permettent pas à cette population de comprendre quelle est exactement la vision de l'UDPS. Merci beaucoup, honorable. 100 jours de... On va parler maintenant du problème qui se passe au niveau de la justice de notre pays. Oui. Le ministre d'État, Constant Moutamba, elle fait des actions que vous connaissez. Exactement. Je ne peux pas commencer à citer un par un. C'est ça. Présentement, il est tenté de faire sortir les prisonniers en prison de Makara. Oui. Pour les amener où et pour quel but? Merci. Merci infiniment. C'est une question qui nous préoccupe tous. Mais je voudrais ici d'abord féliciter, encourager les jeunes ministres, mon ancien collègue député national, parce que j'ai siégé avec lui. Nous avions même eu à discuter avec lui. Je vois ce qu'il respire. Ce que j'encourage jusqu'à présent, c'est son courage. Et c'est ce que j'encourage. Je voudrais encore une fois l'interpeller sur ces faits. Qu'il reste focus sur ses objectifs. Les domaines de la justice, c'est la justice qui élève une nation. Les domaines étaient laissés entre les mains des prédateurs. Entre guillemets, Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai dit en âme et conscience. Ce Conseil supérieur de la magistrature a continué à garder dans une sorte de prison tous ceux qui étaient nommés comme ministres de la justice dans ce qu'ils ont appelé cadre de concertation. Que notre ministre de la justice, s'il tient aux réformes telles que proposées par le président de la République dans le domaine de la justice, mission qu'il a accepté de conduire, il doit s'abstenir de rester dans ces cadres de concertation. Il doit écouter mais agir, parce que c'est un cadre de concertation pour gérer les ministres de la justice et les prédateurs continueront continueront à commettre l'injustice et les magistrats verrés continueront à commettre des erreurs sur l'appareil judiciaire. C'est un appareil à corriger. Il faut sanctionner. Il y a beaucoup de choses, madame. Moi-même, j'en suis victime. J'en suis victime. Je vous ai dit que j'ai été élu député national. Je n'ai jamais vu les dossiers de celui qui m'a remplacé. Au greffe de la Cour constitutionnelle. Je l'ai dit devant votre caméra. Je n'ai jamais vu son dossier pour regarder les preuves avec lesquelles il a attaqué mon élection. Madame, c'est un domaine qu'il faut corriger. Si on dit les cas de concertation, moi je ne suis pas d'accord avec ces cas de concertation. C'est pour aller endormir les ministres de la Justice. Que les ministres de la Justice, c'est un cadre qui a un caractère politique. Mais si vraiment il est animé par la conscience, ou par les soucis de relever la justice, il doit carrément gérer stratégiquement ses relations dans les cas de concertation et poser les actes pour maintenir les réformes. Et s'il faut parler des désengorgements de la prison, mais madame, ce qui est vrai, qu'est-ce que vous pensez? À la prison, il y a des gens qui logent sans titre. Parce que qui vient à la prison? Il y a une loi qu'on appelle le régime pénitentiaire dans notre législation. Mais ce qui est bizarre,
il y a une disposition légale qui détermine les critères de ceux qui doivent rester en prison. Qui doivent rester en prison. La loi dit, lorsqu'un ministre arrive, il pose la question, donnez-moi les dossiers de tant de prisonniers. Il constate que ces gens sont en prison sans titre. Parce que pour rester en prison, il faut avoir certains titres. Mais, excusez-moi, il y a beaucoup de magistrats véreux qui se contentent d'envoyer les gens en prison pour vous pousser à payer une forte amende transactionnelle. Et non pour continuer la procédure et établir la vérité. Et là, madame, la conséquence, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un est arrêté par un mandat d'arrêt, la première des choses, dans 48 heures, il doit passer dans ce qu'on appelle en chambre du conseil. Mais vous allez en prison, vous trouvez qu'il y a des milliers de prisonniers, des milliers de détenus, sans qu'ils soient présentés en chambre du conseil. Est-ce que cette arrestation est régulière? Alors, lorsque le ministre constate qu'il y a irrégularité dans certaines détentions, il décide de désengorger la prison, c'est-à-dire de le faire sortir. Parce que la loi est claire. Lorsque vous avez violé la procédure, vous voulez que le ministre vienne vous corriger? Alors, moi, je voudrais que le ministre aussi soit souple. Les désengorger.